Bonjour à tous et bienvenue. Qui aurait pensé que les panneaux photovoltaïques wallons vivraient la même épopée que les tulipes hollandaises au Moyen-Âge? On en parle depuis quelques jours, une bulle spéculative est en train de mettre à mal le système des certificats verts. Le gouvernement wallon doit intervenir dans l'urgence pour que la machine ne s'emballe pas si ce n'est déjà fait. Nous allons donc parler de ce sujet aujourd'hui avec nos invités que je vous présente. Monica de Tierneman, bonjour, vous êtes députée écolo. André Jacquinet, bonjour, vous représentez la société Enersol. Laurent Quitre, bonjour, vous représentez la société ISOL, vous en êtes le fondateur. Et Stéphane Dovister, vous représentez la société Dovister. Alors, première question, comment fonctionnait ce système jusqu'à présent? Monsieur Jacquinet. Voilà, donc le système des certificats verts, en fait, c'est un système qui consiste à accorder une prime aux producteurs d'électricité verte. Prime qui est finalement payée par les utilisateurs d'énergie grise. Donc le principe d'encourager un transfert de l'énergie grise vers l'énergie verte était soutenu par ce système. Alors c'est un système qui effectivement a été en quelque sorte mis sur un marché. On a organisé le paiement de la prime de telle sorte que ce soit les utilisateurs d'énergie grise qui prennent en charge ce paiement. C'est un système qui a bien fonctionné tant que le marché était équilibré, mais qui aujourd'hui se trouve effectivement mis en difficulté parce que le nombre de certificats verts à fournir aux producteurs d'électricité verte est devenu très largement supérieur aux certificats verts qui doivent être fournis par les fournisseurs d'électricité grise. Donc, pour bien comprendre, donc le certificat vert, c'est une espèce de prime qui est octroyée, c'est ça. Ce n'est pas de l'électricité qu'on produit en plus et qu'on revend, ça c'est autre chose. Non, non, c'est une prime à la production qui permet d'encourager les investissements dans ce type de production. C'est un système qui existe depuis quand? C'est un système qui, sauf erreur, a été mis en place en 2003. Et puis qui a surtout été utilisé, enfin qui a été utilisé par les différentes filières d'énergie renouvelable, mais qu'on connaît certainement beaucoup plus depuis qu'on l'a utilisé pour encourager les installations photovoltaïques. C'est un système qui existe seulement chez nous, en Wallonie, ou qu'on connaît ailleurs, dans d'autres régions, dans d'autres pays? Je pense que c'est un système qui a été utilisé aussi dans 2-3 autres pays. En fait, pour encourager le développement des énergies renouvelables, il y a différentes possibilités de soutien. Il y a soit l'aide à l'investissement, c'est sans doute l'aide la plus simple, et puis il y a l'aide à la production. Donc on a choisi en région wallonne plutôt ce type d'aide qui est l'aide à la production. Et dans l'aide à la production, il y a deux possibilités. Il y a d'une part ce qu'on appelle le feed-in tarif, c'est-à-dire qu'on paye un tarif plus élevé pour les fournisseurs d'énergie verte, et puis il y a les certificats verts. C'est ça. Et c'est vrai que la majorité des régions et des pays ont finalement choisi le système du feed-in tarif plutôt que les certificats verts. Alors, donc concrètement, Monsieur Dovister, donc je suis particulier, je vais installer des panneaux photovoltaïques sur mon immeuble, donc je pars dans l'opération et je reçois alors un nombre de certificats en fonction de l'importance de mon installation, du volume de production d'électricité. Ça se passe comment en fait? Tout à fait. Donc à l'heure actuelle, vous touchez un nombre de certificats verts en fait qui est régressif en fonction de différents nombres d'années, en fonction des kilowattheures que vous produisez, tout simplement. C'est ça. Donc on reçoit alors ces certificats verts annuellement, Tout à fait. Donc c'est les certificats verts que vous recevez annuellement. Donc vous devez avoir un enregistrement au niveau de la Coop. Et tous les trimestres, vous enregistrez votre production au niveau du compteur certificats verts. Et là-bas, vous avez des nombres de certificats verts qui sont enregistrés au niveau de la Coop. Donc jusqu'à présent, je pense qu'un certificat vert, c'était 65 €. 65 €. Je dis bien jusqu'à minimum. Il y avait une marge, puisque ces certificats verts sont lancés sur le marché. Là, il y a une offre et une demande. Et suivant l'équilibre, la marge pouvait se situer en dessous de 100 € parce qu'à partir de là, le fournisseur pouvait aussi s'acheter
l'indemnisation et jusqu'à 65 € garantis par Elia, le minimum. Donc on avait une marge suivant la situation du marché. Alors, qu'est-ce qui a fait que le système s'est emballé? On a, par exemple, entendu à un moment donné qu'au-delà du système, je dirais, assez simple, où c'était la personne qui installait les panneaux photovoltaïques qui payait ces panneaux, qui recevait les certificats, des sociétés sur le marché, à un moment donné, ont proposé ce qu'on appelait le système win-win. Alors, c'est quoi exactement ce système win-win? Le système win-win, il y a eu beaucoup de modèles différents. D'abord, il faut bien expliquer ce qu'est le système du tiers investisseur. Donc, le tiers investisseur est quelqu'un qui investit à la place de l'utilisateur, hein, et qui se paye théoriquement sur la rentabilité de son investissement. Donc, la rentabilité de l'investissement dans ce cas-ci était d'une part constituée de l'économie d'électricité. Généralement, c'est le client qui en bénéficiait, alors que les certificats verts étaient conservés par l'investisseur, par le tiers investisseur, pour payer son investissement. Donc concrètement, je place des panneaux photovoltaïques sur ma maison d'habitation, je ne les paye pas ou je les paye très peu, Voilà. mais en échange, je vous cède mes certificats verts. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionnait. Voilà, donc ça c'est le principe de base, à partir duquel il y a eu beaucoup de déclinaisons différentes, un certain nombre de situations qu'il faut bien dénoncer, qu'on peut considérer effectivement comme étant de fausses formules de tiers investisseurs, dans la mesure où c'est malgré tout le client qui devait s'engager dans un crédit financier, alors Ouais. que dans une vraie formule de tiers investisseur, le client ne prend aucun engagement financier. Voilà, donc... C'est ça qui a fait déraper le système? Non, je crois que ce n'est pas forcément cela qui a fait déraper le système. Je crois qu'il faut aussi un peu relativiser par rapport au dérapage. Je pense qu'on lance beaucoup de chiffres aujourd'hui. On a pour l'habitude de citer les engagements pour les 15 prochaines années. Ramenons peut-être aussi l'engagement au montant annuel. Je crois que l'engagement actuel, il est de l'ordre de 180 à 200 millions par année. 200. Hein. Voilà, je pense que c'est déjà plus raisonnable de le présenter de cette manière-là. Il faut voir aussi quel coût il représente sur la facture d'électricité. Aujourd'hui, le coût des certificats verts était de l'ordre de 1,5 cent. Maintenant, c'est vrai qu'il va augmenter puisqu'on sait que les engagements augmentent. À titre de comparaison, en Allemagne, le prix du kilowattheure électrique est de 25 cents. Chez nous, il est à peu près de 21-22 cents. Et dans les 25 cents, il y a 5 cents qui sont dédiés au coût de la transition énergétique. Voilà. Je crois qu'il faut ramener aussi... On va en parler à la crise, c'est l'objet du débat, mais Okay. j'essaie d'abord vraiment de Oui. procéder par étapes pour bien comprendre comment le système fonctionnait. Donc on vient de parler du système win-win, tiers investisseur. Donc, Monsieur Dovister, ces dérapages, alors ils sont arrivés où à un moment donné? Ils sont arrivés où? Bonne question. Peut-être qu'on a, on a peut-être trop, trop subventionné le secteur, qu'il y a eu un engouement trop important et qu'on s'est retrouvé avec un tas de certificats verts que maintenant qui sont difficiles à gérer. Peut-être qu'on aurait dû prendre plutôt, essayer comme il y a peut-être 2 ans et demi ou 3 ans, essayer d'avoir une diminution progressive et ne pas venir maintenant par étapes et faire des mouvements brusques et risquer une perte d'emploi énorme au niveau du secteur. Alors, Monica de Thier-Neumann, justement, par rapport à l'évolution du système et puis ce sentiment qu'on a en tout cas d'un gouvernement wallon qui intervient en catastrophe pour essayer de limiter les dégâts, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, c'est succès du système qui s'emballe ou bien véritable spéculation de la part de certains? Ça devenait quand même un placement extrêmement attractif dans un monde économique difficile où les placements rapportent moins. Oui, mais à partir du moment où le public donne un outil au privé, à l'économie, à l'industriel ou au PME, c'est à lui de porter la responsabilité de ce produit. Je veux dire, ce n'est pas aux autres de se tracasser s'il y a moyen de gagner plus ou moins d'argent. Je pense que c'est aussi la responsabilité du politique, dans ce cas-là, de constater qu'il y a des personnes qui ont investi, qui ont suivi l'offre qu'on leur mettait sur la table et que finalement la rentabilité était en augmentant, qu'aujourd'hui on est à
4 ans de temps de retour sur un produit qui varie entre 20 et 25 années, ça dépend de la qualité d'existence, alors qu'au début, quand on a mis ce produit en route, c'était 8 ans et demi. Donc on n'est plus en train de susciter un produit, mais en train de le subsidier. C'est aux politiques de reprendre la responsabilité de l'adapter. Et de l'autre côté, on constate quand même 2 choses. C'est que les privés qui n'ont pas investi payent la facture. C'est ça. Puisque ce n'est pas l'État qui donne l'argent, c'est juste un vase communicant entre les uns et les autres. Donc c'est aux politiques de reprendre ça en main. Alors, si j'entends bien, vous dites que le politique a été trop lent à réagir. Le politique a réagi et la situation existante est influencée par tellement de niveaux que la réaction n'a pas suffi. Donc à 4 fois, on a réagi. Quand on est venu en 2009 au gouvernement, d'ailleurs dans la DPR, c'est inscrit, on doit corriger ce système. Quand on a voulu le corriger, d'abord retirer la prime à l'investissement, on nous a dit « Eh les gars, ne touchez plus, vous allez casser le secteur ». On a remarqué que finalement le secteur survivait. Et depuis lors, on a corrigé à 3 reprises. Aujourd'hui, on donne 65% moins de certificats et de primes comprises à cet investissement qu'au démarrage. Mais ça n'a pas suffi, entre autres parce que d'autres facteurs sont intervenus, que la cellule a diminué plus vite de coûts que prévu, entre autres parce que le fédéral a freiné les déductions fiscales et ne s'est pas concerté avec nous. Donc ça a fait un effet de bourse, et je ne stigmatise personne. Et nous, on aurait peut-être dû être plus avant-gardistes. En attendant, disons que c'est 2,8 milliards jusqu'en 2027, comme disait bien M. Jacquinet. On peut les considérer comme un investissement. Comme oui, mais c'est 2,8 milliards jusqu'en 2027 estimés par le régulateur. Et ça signifie, suivant une courbe, aujourd'hui 200 millions, ça peut aller jusqu'à 300 millions annuellement d'argent qu'il faut quelque part écouler et qu'il faudra écouler d'une manière équitable à partir de maintenant. D'accord, et ça on va en parler. Laurent Kitt, vous n'avez pas encore pris la parole. Vous êtes producteur de panneaux photovoltaïques. Oui, fabricant, oui. Vous en fabriquez, donc vous êtes aux Zonies des Plaines. 50 emplois Oui, un peu plus, oui. Un peu plus que 50 emplois. Vous touchez le marché des particuliers, mais surtout aussi des marchés assez importants. Gare de Perpignan, par exemple. Actuellement, je pense que vous travaillez pour le ministère de la Défense en France. Ouais. Donc, ce sont des marchés assez importants. Quel regard portez-vous sur la crise, cet épisode actuel que connaissent les panneaux photovoltaïques ici en Wallonie? Oui, je pense qu'on porte un regard très réservé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que nous, ce scénario qui a lieu aujourd'hui est quelque chose qui était assez bien prévu, qui s'est passé ailleurs d'ailleurs. Hein. On a vu ça dans d'autres pays. Et pour rassurer un peu tout le monde, je pense qu'on peut dire aussi que la situation n'est pas si catastrophique que cela. Hein. Quand on parle de 2,5 milliards 500 000 euros, il faut relativiser ça. On parle ça sur un étalement sur de très très nombreuses années, mais aussi le fait qu'il ne s'agit pas d'une dette de l'État. Hein. C'est Oui. une ligne dans la facture du consommateur. Et Dieu sait, si vous avez beaucoup de lignes dans la facture du consommateur aujourd'hui, c'est une ligne, mais on pourra en parler de beaucoup d'autres. Hein. Mais on stigmatise aujourd'hui cette ligne du photovoltaïque. Quoi. Évidemment, avec ISOL, nous, je peux vous dire que comme on a un outil industriel, donc on a une vision qui est beaucoup plus longue, à beaucoup plus long terme, que peut-être certains acteurs dans le marché qui importent. Hein. Donc fatalement, nous, on avait une responsabilité sociale parfois un peu plus grande que certains. Et dans un marché qui représente quand même plusieurs milliards au niveau mondial, ISOL s'est positionné dans une niche, quoi. Et la niche que nous avons choisie, c'est de donner une fonction architecturale à la technologie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous réalisons de très grands projets architecturaux, comme le ministère de la Défense à Paris, ou comme d'autres projets, Tour et Taxi à Bruxelles, le Conseil de l'Union européenne et autres. Donc on s'est mis dans une niche. C'est ça, quand on entend M. Louisser, comme M. Louisser dit, ça représente d'importantes pertes d'emplois pour le secteur. Vous en pensez quoi? Mais c'est vrai, il y a un secteur qui tourne quand même. On parle de 3 000 emplois. Non, encore une fois, je voudrais quand même relativiser cela. Je pense que si on avait mis des conditions sociales un peu plus strictes par rapport aux produits
qu'on a importé sur le sol européen et notamment en Wallonie. Je pense qu'on aurait pu créer des dizaines de milliers d'emplois supplémentaires en Europe. Je pense qu'aujourd'hui, Isol est quand même la preuve vivante qu'il y a un modèle qui fonctionne lorsqu'on produit des panneaux solaires localement. Et quelque part, je relativise un petit peu les emplois dont on parle aujourd'hui, parce que c'est vrai il ne faut pas les négliger, 3000 emplois, je pense qu'ils sont réels, mais je pense qu'il y avait un potentiel de création beaucoup plus important dans ce secteur, en accent beaucoup plus sur la qualité et le respect des règles sociales et environnementales. Alors, Monsieur Jacquinet, Monsieur Lovister, j'imagine un secteur qui s'emballe comme ça. Vos sociétés sont des sociétés bien établies, qui ont pignon sur rue depuis un certain nombre d'années. Vous avez dû voir arriver dans le secteur ces dernières années des gens qui peut-être n'avaient rien à y faire. Oui, je pense que nous étions l'un et l'autre présents déjà dans le secteur avant l'emballement du photovoltaïque. Et donc, il est évident qu'un secteur aussi porteur et aussi rentable a vu arriver beaucoup de concurrents. Et c'est un peu naturel. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas eu effectivement des mesures d'encadrement un peu plus rigoureuses au niveau à la fois de la qualité, à la fois au niveau du type de propositions qui étaient faites par ces concurrents, de manière à éviter effectivement des problèmes, pas forcément ceux qui sont liés au certificat vert, mais d'autres avec des sociétés qui aujourd'hui se trouvent en difficulté et qui laissent sur le carreau toute une série de clients en leur laissant sur le bras beaucoup de difficultés. D'accord. Monsieur Lovister ? C'est un petit peu pareil. Maintenant, il faut aussi un peu, je suis d'accord avec M. Guitre, de rassurer un petit peu le secteur. Maintenant, c'est vrai que toute société qui se respecte au niveau de l'avenir devait voir venir le problème. Maintenant, ce qui se passe ici en Belgique, c'est passé dans les autres pays. Ça s'est passé en Allemagne, ça s'est passé en Espagne, ça s'est passé en Italie, ça s'est passé en France. Il y a eu des gros subsides. Le premier pays qui a commencé, c'est l'Italie et l'Espagne. Ça a été fort subventionné. Ça a été exactement les mêmes scénarios qui se passent ici en Belgique. Maintenant, ne croyez pas que, oui, ça a bien diminué. En Espagne et en Italie, c'est vrai que la conjoncture n'est pas là, mais en Allemagne, ça a fortement diminué. Il y a eu une stabilité pendant 6 mois, 1 an. Maintenant, le marché est très stable. C'est vrai qu'il y a énormément d'installateurs qui se sont créés en Allemagne, maintenant qui ont disparu. Il reste des sociétés sérieuses qui ont pignon sur rue, qui respectent leurs engagements par rapport aux installations et d'autres choses. Je crois qu'ici, c'est exactement ce qui va se passer. Effectivement, on ne va pas avoir facile. Je crois que les 6-7 prochains mois, le temps que la stabilité se fasse, que la clientèle reprenne confiance au niveau du marché et au niveau des choses, et puis on va se stabiliser. Regardez au niveau de la Flandre, on peut critiquer les Flamands, mais bon, il y a un système qui a été mis en place, ça a été régressif. Ça fait plus ou moins maintenant, si je me trompe, 6-7 mois que le système est vraiment passé un peu comme ici à Wallonie, de beaucoup à très peu. On voit bien qu'au niveau de la Flandre, le marché est en train de reprendre petit à petit, donc les choses s'adaptent. Maintenant, il ne faut pas oublier, moi, à l'époque, les premières installations qu'on a faites en 2007 étaient à plus ou moins 8 €, 8,50 € du watt-crête. À l'heure actuelle, on tourne à 2 €. Avec le prix de l'énergie qui a augmenté, on est à 21 cents. Comme M. Jacquinet le disait, au niveau de l'Allemagne, on est à 25 cents. Avec ce qui est en train de se passer au niveau des CRD, tout à l'heure, l'avenir des énergies renouvelables, donc ça veut dire que le produit reste tout à fait rentable, même avec une forte diminution du certificat vert. On vient de citer l'Espagne. Vous y êtes actif en Espagne. Le marché espagnol était prémonitoire de ce qui allait arriver ici en Wallonie? Tous les marchés ont subi des revers, comme on est en train d'en peut-être en connaître en Wallonie. Je voudrais quand même préciser aujourd'hui qu'il n'y a encore rien qui est vraiment décidé. Aujourd'hui, le certificat vert a toujours une valeur qui est bien supérieure à 40 €. Et encore une fois, on parle aujourd'hui d'un segment du secteur qui concerne les installations résidentielles. Attention que l'industriel n'est pas touché aujourd'hui. Il va aussi un jour subir certaines diminutions, et c'est logique. Mais ces scénarios ont eu lieu dans d'autres pays. Et qu'est-ce qu'on a fait en Espagne, par exemple? Je pense que ça a été beaucoup plus virulent, beaucoup plus fort qu'ici. On a coupé du jour au lendemain, quoi. Et je pense que ce qui est assez génial ici, en région wallonne, c'est qu'il y a un débat
C'est vrai que le débat est parfois un peu triste quand on le voit sur certaines chaînes, mais le débat a lieu et l'échange a lieu entre le secteur, les installateurs, les fabricants, le politique. Pourquoi est-ce que le débat est possible ici et pas ailleurs alors? Il est possible parce que je pense qu'on est dans une démocratie relativement bien avancée en Belgique, mais le débat n'a effectivement pas lieu en Espagne. Pourquoi? Parce que les sociétés énergétiques sont hyper puissantes. Iberdrola et Acciona et autres sont des sociétés hyper puissantes. Le cas de la France, quand vous avez un pays qui est hyper nucléarisé, il y a une chape de plomb au-dessus du secteur des énergies renouvelables. Donc ce débat n'a pas lieu. En Italie, c'est pareil. Donc quelque part, ne jetons pas l'eau, le bébé avec l'eau du bain ou l'inverse. Mais je pense que le débat, quand même, ici, même s'il est parfois qualitativement pauvre, il a quand même un gros avantage, c'est qu'il a lieu. Alors, on va voir ce qui va se passer à l'avenir, mais je me tourne vers vous, Monica Dethier. On l'a évoqué tout à l'heure, ce qui veut dire que, en fait, ce sont les personnes qui n'ont pas de panneaux photovoltaïques qui vont, d'une certaine manière, payer la facture des abus récents, si je puis comprendre. Comment leur expliquer ça? Donc moi, je ne parlerai pas d'abus. Je D'accord. parle d'un système qui s'est développé et on constate qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre qui risque de diviser les citoyens. Donc, il faut remettre tout le monde sur le même pied. Et donc, à partir de maintenant, ce ne sera plus le cas que certains sont pénalisés par rapport à d'autres. Même si il faut finaliser le système existant jusque... Mais il y a une facture qui reste. Il y a un suivi du passé. Et donc, il y a le passé à gérer. Il y a à mettre en place des systèmes qui garantissent la qualité, les retombées locales, un tiers investisseur public et quand même pas une coupure du jour au lendemain, donc un soutien garanti. Ça s'appelle le système Caliwatt. Mais il est couplé avec une idée de tarification progressive, c'est-à-dire aujourd'hui, la dernière consommation, celui qui consomme plus, à la fin, il paie moins cher que celui qui consomme moins. Et donc on dit les premières entités électriques consommées coûteront moins cher que les derniers, tout en gardant un regard attentif sur les indépendants, les familles nombreuses, ceux qui se chauffent à l'électricité. Donc il y a des cadres. Et troisième élément, on va essayer d'injecter avec le GRD, au GRD, donc au distributeur, un nouveau rôle. Il s'agit d'essayer de soutenir les gens à économiser de l'énergie. Tout ça ensemble fera que le citoyen, tout le monde, pareil, paiera moins quand il économise, que les derniers, en dehors des indépendants, etc., au-delà de 5000 kWh consommés, sont alors plus chers. On sait bien à quoi on s'engage et on met tous les citoyens sur le même pied. Ça, c'est le futur. Les plus faibles revenus donc sont avantagés, mais est-ce que les plus Tout le monde est avantagé à partir du moment qu'il ne consomme pas plus. C'est ça, d'accord. Alors, et pour le passé, parce que vous n'avez pas répondu à ma question, c'est donc le consommateur lambda qui va payer la facture. Il y a quelques années, quand les banques se sont écoulées et que l'État est intervenu, les citoyens n'étaient pas très heureux et on le disait et on tapait du poing sur la table. C'est pas un peu le même phénomène ici? C'est le phénomène de tout ce qu'on paye dans notre facture. Parce qu'il y a des inégalités dans notre facture. Quand vous regardez les différentes lignes dont parlait M. Kittre tantôt, vous avez par exemple les lignes de distribution. Suivant les régions, que vous êtes plus en ruralité ou plus en urbain, vous payez plus cher cette facture-là. Et vous avez la ligne du démantèlement nucléaire. Il est dedans. Est-ce que c'est juste ou pas? Alors qu'il y a des gens qui ne consomment pas d'électricité nucléaire. Donc c'est vrai qu'il y a une inégalité. Il s'agit bien de la corriger. Est-ce qu'elle est catastrophique aujourd'hui? Je ne pense que non. Mais il était temps de s'attaquer à ce système pour le rééquilibrer dans le futur, sachant bien que toute énergie va coûter plus cher dans le futur et il s'agit bien de construire notre futur. 2050 ou 2020 est devant la porte. Les enjeux européens qui sont demandés sont là. C'est un avantage. On peut créer de l'emploi d'ici. Il faut juste mettre tous les vecteurs pour que l'emploi tombe bien ici et soit de qualité. André Jacquinet, le système tel qu'il s'ébauche aujourd'hui, tel qu'il vient d'être décrit, rien n'est encore fait, on le rappelle, on va vers ça. Ça vous convient ? Le plan Caliwatt, oui, nous convient dans ses principes en tout cas. Il faudra voir dans la mise en application comment on va effectivement y arriver.
Mais moi, je voulais réagir quand même à la manière de poser la question en disant c'est effectivement les plus pauvres qui vont payer pour les plus riches qui ont fait les installations, parce que je pense que ça biaise tout à fait le débat. La question n'est pas là. La question est que nous sommes dans un défi de transition énergétique aujourd'hui, avec des objectifs ambitieux, puisqu'on veut atteindre 20% de production d'énergie renouvelable, et que donc tout investissement qui va dans le sens des énergies renouvelables est un bon investissement. Et il faut faire les investissements là où c'est possible de les faire. Et les investissements qu'on fait aujourd'hui, et c'est démontré par tous les rapports sur la question, les investissements d'aujourd'hui sont très rentables pour l'avenir. Alors, si on a fait des investissements aujourd'hui, c'est au bénéfice de tous. Je crois que ça permettra effectivement d'avoir un coût énergétique qui sera un coût allégé pour l'ensemble. Mais il faut accepter que les dépenses qu'on fait aujourd'hui sont un investissement pour le futur. Voilà. Je crois qu'il faut un petit peu resituer la question sur ce plan-là. Elle ne se situe pas dans un débat entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens de le faire. J'ai peut-être mal posé la question tout à l'heure, c'était pas ça oui, mais l'objet. il est posé comme ça principalement aujourd'hui. Mais il y a quand même une toile de fond spéculative et on se pose alors des questions, c'est simplement ça. Alors très clairement, il faut effectivement adapter les aides en fonction du coût de l'investissement. Et ce qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est que probablement cette adaptation-là n'a pas été suffisamment rapide, mais je crois que personne ne pouvait prévoir non plus une baisse aussi forte au niveau du coût des installations. Je crois que la surproduction mondiale a fait que la diminution du coût a été beaucoup plus forte que prévu. Voilà, donc il faut, et ça je crois qu'on est tous d'accord pour le dire, il faut effectivement adapter le niveau des aides en fonction de ce qui est raisonnable, mais il faut continuer à encourager l'investissement. Je crois que et c'est le gros danger du débat aujourd'hui, c'est qu'en donnant finalement une espèce d'image noire du photovoltaïque, ça ne ternisse effectivement... On va ouvrir les perspectives dans la suite du débat. Revenir un petit peu au principe de base aussi. Oui. On a transformé le photovoltaïque en un produit financier. Voilà. Ce n'est pas arrivé avec les panneaux solaires thermiques. On pourrait peut-être se poser la question pourquoi ce n'est pas arrivé avec le thermique. Et je pense qu'il faut revenir aux bases. Il faut repasser dans l'aspect technique. On fait du photovoltaïque pour faire des économies d'énergie, pour faire l'énergie verte. Et on a habitué le citoyen à en faire un bon d'état, un bon de caisse. C'est un peu triste et quelque part c'est assez fantastique. On a investi dans les énergies renouvelables. Mais je pense qu'il faut revenir un petit peu aux bases. Quel objectif poursuivons-nous avec le photovoltaïque et les énergies renouvelables en général? Ce n'est pas des bons de caisse. Et le débat va évoluer dans les mois et les années qui viennent. Mais aujourd'hui, on en fait un problème de mon portefeuille, du portefeuille du citoyen, et je pense que c'est un peu dommageable aujourd'hui. Alors, on va justement élargir les perspectives, je suis bien d'accord avec vous. Donc moi, j'ai bien noté tout à l'heure plus de 50 emplois au plein est, ici, à Dizon. Les panneaux photovoltaïques que vous placez viennent d'où? Nous, ce sont des panneaux qui sont encapsulés en Europe, certains aussi au plein est. Et vous, monsieur Lovister? Exactement pareil. D'accord. Vous voyez le sens de ma question. On parle beaucoup, évidemment, de panneaux photovoltaïques produits dans les pays émergents. Il y a la Chine. Je crois que ce sont des Coréens qui ont repris récemment la société Qcells, la société allemande de pointe qui est tombée en faillite. Ce sont des Coréens qui l'ont reprise. Alors, d'abord, quelle est la qualité de ces panneaux qui viennent du bout du monde? Laurent Kittre. Je pense que je ne veux pas stigmatiser les panneaux solaires chinois. C'est assez facile, évidemment, comme fabricant belge, wallon. Ce serait évidemment simple de dire cela. Par contre, je pense qu'il faut faire attention à la qualité. Le secteur du photovoltaïque a misé toute sa stratégie sur le low cost. Et on ne peut pas croire que le low cost va amener à une qualité supérieure. C'est quelque chose qui est antagoniste. Donc je pense qu'il y a des risques avec des panneaux solaires importés. Il y a peut-être aussi des risques avec des panneaux solaires européens. Mais la grande différence, c'est que quand vous avez un fabricant européen ou un fabricant à 20 km de chez vous, vos recours contre leurs garanties, s'ils ne les assumaient pas, sont beaucoup plus grands que si vous les achetez en Asie. Je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Stéphane Lovister? Oui, tout à fait. Je suis d'accord aussi. Maintenant, on voit qu'il y a quand même un changement, même au niveau de tous ces pays, au niveau du Japon, au niveau de la Chine et tout ça. On voit quand même que
toutes ces régions-là, je veux dire, ont subventionné énormément leurs produits et l'exportation. Maintenant, on voit que même eux font marche arrière, hein. On voit que l'augmentation de ces produits-là sont en train d'augmenter. Donc, ce qui va favoriser, je veux dire, les encapsulages européens et les produits locaux. On est parti fort à la baisse. Maintenant, je crois qu'on est en train de remonter à la hausse. On a un savoir-faire en Europe et on a risqué à certains moments de le perdre. Quand on pense à cette société allemande Q16 dont on disait qu'elle était vraiment à la pointe au niveau technologique, il n'en reste rien. En tout cas, les décombres ont été ramassés par beaucoup d'autres. et beaucoup d'autres. C'est dramatique, quoi. Alors, je ne vais pas jouer mon petit Arnaud de Montebourg, mais produire wallon, c'est intéressant. Est-ce que le politique, à un moment donné, mais ça c'est plus au niveau européen évidemment, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas faire un peu de protectionnisme et dire, ben non, on commence à mettre des barrières douanières ou des taxes sur des produits qui viennent du bout du monde pour permettre justement à nos entreprises ici de produire, de développer l'emploi? Vous ouvrez des portes ouvertes, Monsieur Orban, puisque j'ai déposé avec des collègues une proposition de résolution au Parlement wallon pour inciter aussi au niveau fédéral cette démarche jusqu'à l'Europe de mettre des frontières, en tout cas en ce qui concerne des conditions sociales ou des conditions environnementales. Et ça, pour tous les produits. Je serai encore beaucoup plus sévère par rapport aux produits alimentaires, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Oui. Et donc, Caliwatt veut clairement profiler ceci. Et je pense que la discussion qu'on a pu entendre aussi de... Est-ce qu'on peut être en débat aujourd'hui? Est-ce qu'on peut inviter le secteur à réfléchir avec nous l'évolution? C'est bien parce que le secteur, il n'y a pas un monopole, mais il y a beaucoup de PME qui sont dans ce secteur. Il y a toute une vie qui existe avec lesquelles on peut intervenir parce qu'ils ne sont pas supérieurs aux politiques. Ils veulent bien travailler avec le politique. Donc aujourd'hui, ce côté indépendance énergétique va de pair avec aussi éviter de créer un monopole. Et pour éviter de créer un monopole et donc un pouvoir sur l'énergie, il faut aussi essayer de faire grandir des PME et d'autres entreprises chez nous. Et c'est bien la volonté dans le secteur de l'énergie, pas seulement du photovoltaïque, pas seulement pour les petites installations, mais aussi des installations collectives. Je pense que c'est le futur, qui est ici un investissement, mais aussi des retombées. Monsieur Minguet, qui ne peut pas être là aujourd'hui, a bien rappelé, on importe aujourd'hui 4 milliards d'électricité par année ou d'énergie, et ici on investit 2 milliards, mais avec des retombées de 6 milliards. Donc ces retombées-là vont faire grandir l'industrie. Pas seulement photovoltaïque, l'éolien, on compte bien sur le développement éolien, avec la biomasse, la géothermie et d'autres produits dans ce sens-là. Donc c'est vraiment un futur qui crée de l'emploi et qui peut nous rendre indépendants et qui peut avoir des retombées dans les caisses publiques. Cet enjeu est grand et chouette. Il n'est pas durable d'imaginer qu'on finance massivement les énergies renouvelables en finançant l'industrie hors Europe, quoi. Il faut un minimum de retombées locales, sinon la collectivité ne va jamais plus pouvoir assumer le coût des énergies renouvelables. Il faut un retour sur le sol européen. Maintenant, faut-il mettre des barrières géographiques ? Je ne le crois pas. Sincèrement, je pense que c'est une erreur de faire du protectionnisme pur et dur. Qu'est-ce qu'on fait alors? Oui. Mais je pense qu'il faut essayer de faire en sorte que les industries, dans tous les secteurs, l'automobile, le photovoltaïque, travaillent sur base de critères similaires au niveau mondial, quoi. Je suis désolé, moi j'ai visité... Ça prendra du temps. Hein. Ça prendra du temps, mais c'est la voie la plus durable, quoi. C'est la voie vers laquelle il faut aller. Je peux vous dire, moi j'ai visité la Chine à plusieurs reprises et j'ai visité notamment, avant de créer ISOL, des sociétés de fabrication de panneaux solaires chinois, avec la WEX notamment, et le week-end avant une des visites de la WEX, on fusillait des gens derrière des usines parce qu'ils étaient dissidents sur le pouvoir, quoi. Comment peut-on accepter ça, quoi? Comment peut-on accepter d'importer? C'est pas toujours le cas, je dis pas que tous les panneaux solaires sont fabriqués dans ces conditions, mais ça arrive, et tant que ça arrive, eh bien, faisons en sorte de privilégier des produits qui respectent ces normes, quoi. Donc, en quelque sorte, c'est quand même des barrières à condition. C'est des barrières à condition, avec des mais ce n'est pas de l'arbitraire. Non, c'est clair. Et ce n'est pas qu'une question de protectionnisme, hein, je crois que c'est une question de cohérence. On est dans le développement durable avec les énergies renouvelables, et donc s'il y a bien un secteur qui est sous-tarifé aujourd'hui, c'est le transport. Donc c'est évident que si on tarifiait le transport à son coût
de pollution, on arriverait à rééquilibrer les marchés différemment, hein, et sans doute à relocaliser une bonne partie de l'économie. Voilà, donc je crois que c'est aussi un problème de cohérence et il faut travailler dans cette cohérence. Alors, l'évolution, l'avenir des énergies renouvelables, je vais citer quelques autres pistes, je vais vous faire hurler, Monica Lethière, mais exploitation du gaz de schiste, c'est une réalité aux États-Unis. Exploitation des pétroles bitumeux, on parle d'installations nucléaires légères. Par rapport à ces développements, qu'ils soient bons ou mauvais, par rapport à ces développements, où va pouvoir se positionner justement le secteur des énergies renouvelables et est-ce qu'il a toujours autant de possibilités par rapport à une telle concurrence? Vous me direz, en Europe, on ne commence pas aujourd'hui à exploiter le gaz de schiste, mais aux États-Unis, c'est effectif. Oui, heureusement que pour l'instant, ici chez nous, ce n'est pas encore le cas. Je pense que c'est une énergie qui n'est pas renouvelable. Oui. Hein, et donc, par définition, ce n'est pas ce qu'on voudrait soutenir. Mais pour certains, c'est la facilité. La facilité a toujours été le premier critère quand on s'est tourné vers des énergies fossiles comme le pétrole, comme le gaz ou comme ici le gaz de schiste. Je pense que la facilité, effectivement, au début, elle semble aussi être moins coûteuse. C'est ce qui souvent résonne aussi pas vers là. Aujourd'hui, on est justement dans ce questionnement-là. Tiens, ça coûte de l'argent, l'énergie renouvelable, oui, jusqu'à un certain moment. Investir aujourd'hui coûtera moins cher plus tard. C'est tout à fait clair. Et en même temps, je pense que nous, on a fait l'analyse de nos capacités sur la terre wallonne. La capacité de l'éolien qui va être maintenant protégée, puisque lui, il restera dans les certificats verts, mais hormis le photovoltaïque, peut exister sur un marché offre et demande et en lien avec une cartographie qu'on est en train de mettre en place avec un décret qui va lancer ce secteur, nous permettra ici de produire 4500 gigawattheures en 2020. Et je pense que ça, c'est un avenir assez chouette. On ne sera certes pas les experts dans la production des éoliennes, mais on peut développer ici une certaine connaissance et un savoir-faire dans l'entretien. C'est bien des emplois de chez nous qui ne sont pas délocalisables. Et je pourrais en citer d'autres secteurs parce que la biomasse en fait partie aussi. Laurent Kittre, sur le solaire, faites-nous rêver. Quelle sera l'évolution technologique dans les prochaines années ? L'évolution technologique, elle va encore avancer, ça c'est clair, mais vous pouvez lire de rapports très sérieux, notamment un rapport qui a été publié dernièrement par Shell, qui positionne le solaire comme étant, en 2100, la source principale de nos approvisionnements en énergie, Donc, c'est quand même assez évocateur. C'est Shell qui dit ça. Donc, le photovoltaïque va faire partie, évidemment, de notre paysage énergétique à l'avenir. Donc, je pense on ne va pas aller en arrière. C'est assez clair. Et il y a des évolutions qui vont encore avoir lieu, c'est évident. Stéphane de Wister, André Jacquinet, où voyez-vous vos sociétés respectives dans 10 ans ? Je crois qu'on n'est qu'au début de l'aventure au niveau des énergies renouvelables. Donc, on la voit avec beaucoup d'optimisme. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait une direction et des objectifs qui soient clairs. Alors, je pense qu'il va y avoir effectivement toujours des périodes avec un peu de turbulence, mais à long terme, personnellement, moi, je suis évidemment très très optimiste parce que, comme Laurent l'a dit, le soleil avec le vent, c'est une énergie inépuisable. Elle est très largement là pour pouvoir nous fournir tous nos besoins énergétiques. Je crois qu'il y a un rapport qui est paru aussi sur la possibilité, avant 2050, de pouvoir se fournir uniquement en énergie renouvelable. C'est possible, mais il faut le décider aujourd'hui, il faut investir aujourd'hui et il faut très clairement poser ce choix-là. Stéphane de Wister ? Pareil, un peu comme tout le monde ici, je suis très optimiste par rapport à l'avenir. On est vraiment qu'au début, de l'énergie renouvelable et de sa mise en place. Donc il y a vraiment d'énormes choses à faire, que ce soit dans le photovoltaïque, que ce soit dans la biomasse, la cogénération ou autre chose. Il y a vraiment d'énormes choses à mettre en place. Et là, on est vraiment au début de l'activité, je veux dire. Et surtout, d'un principe,
fondamentale que les gens sont en train de seulement se dire dans leur tête, on doit investir maintenant parce qu'on sait, on va se rendre compte que le mazout, que l'électricité va devenir impayable d'ici 5 ou 10 ans. Mais ça, je crois que les gens en prennent seulement conscience maintenant. Je vous remercie, oui. Moi, je trouve Conclusion que, alors, rapidement. comme conclusion, avec tout l'investissement dans les énergies renouvelables, n'oublions pas l'investissement dans les économies d'énergie et le tout ensemble nous permet vraiment d'aller en avant. Merci à tous les cas d'avoir participé à ce débat. Ça a permis de refaire le point sur la situation actuelle, mais aussi, je pense, d'ouvrir des perspectives. Le prochain débat, c'est évidemment mardi prochain. Et vous retrouvez cette émission, bien sûr, très vite sur notre site internet. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt.